à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec cette vidéo qui signe un petit peu mon retour sur YouTube, ma remise en service sur ma chaîne YouTube. Parce que pour les personnes qui me découvrent et qui ne le savent pas, j'ai eu 2 bébés, je viens d'avoir des jumelles et donc évidemment que mes priorités en termes de création de contenu et de travail ont un peu changé. Mais me revoilà, on reprend du service, on remet tout ça en marche et donc je suis super heureuse de vous accueillir par ici et je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça mange pas de pain et ça va vous permettre d'avoir accès à toutes les nouveautés, d'être notifié et ça me fait plaisir. Vous avez aussi tout mon ancien contenu qui est plein de conseils, plein de pépites, donc foncez visionner tout ça dès que vous aurez le temps. Pour les personnes donc qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Sandy, je suis coach mindset, ce qui veut dire que je vais avec vous via des programmes en ligne et des accompagnements individuels et bien travailler sur le monde de vos pensées, de vos émotions, de vos croyances, sur tout ce qui se passe un petit peu là-haut pour vous dans votre sphère mentale et qui a évidemment un impact direct sur vos actions du quotidien et donc vos résultats du quotidien. Si vous avez des objectifs, des rêves, des envies, des trucs que vous souhaitez travailler, ça va passer par là, tout simplement parce que vos pensées vont diriger vos actions et vos actions vont créer les résultats que vous obtenez. Tout simplement. Donc, ultra important d'aller déjà apprendre à se connaître à ce niveau-là, voir ce qui s'y passe pour réussir à naviguer différemment si vous voulez construire quelque chose de différent. Voilà, petite introduction et présentation mise à part, on va commencer. Je vous avais demandé en story sur Instagram, hop, je vous mets le lien en bas et filez me suivre si vous voulez. Quel était le thème que vous souhaitiez que j'aborde pour cette reprise vidéo? Il y avait le choix entre la timidité ou la famille toxique. Vous avez été majorité écrasante à voter pour la famille toxique. Je crois que c'était à peu près 85%. Donc déjà, ce petit sondage, non seulement vous donne la parole et c'est plutôt cool, mais en plus me permet de voir que les schémas familiaux, conflictuels ou toxiques sont bien plus courants que ce qu'on ne le pense parce que 95% de votants c'est quand même pas mal, ça veut dire qu'il y a une vraie demande et un vrai besoin à ce niveau-là. Donc on est là, on y va, on va planter le décor tout de suite. Qu'est-ce que c'est une famille toxique ? Une famille toxique, c'est un contexte familial, des schémas de fonctionnement familiaux ou une personne dans la famille qui vont présenter une toxicité pour vous, des schémas dysfonctionnels, quelque chose qui va créer un climat malsain et qui va avoir des répercussions négatives sur votre vie passée, actuelle, mais aussi future. Ça peut être par exemple soit un climat familial vraiment qui déconne, vraiment qui est pas sain, qui est pas équilibré, qui est carrément dysfonctionnel, ou bien comme je disais, une personne dans la famille qui crée cette toxicité. Ça peut être une personne qui est ce qu'on appelle pervers narcissique, ça peut être une personne qui est manipulatrice, ça peut être une personne qui est purement, et je mets d'énormes guillemets sur purement méchante, parce que la méchanceté, contrairement à l'expression, n'est jamais gratuite et a toujours des racines quelque part, des racines de blessures et de peur, donc c'est jamais gratos, mais ça peut être une personne qui en elle est méchante pour différentes raisons, c'est un autre sujet. Ça peut être une personne aussi, malheureusement, qui présente une pathologie mentale, un trouble mental qui fait que son comportement est compliqué à vivre et peut vous créer des insécurités et des choses compliquées pour vous dans votre stabilité émotionnelle. Voilà, ça plante un peu le décor, c'est vraiment un schéma familial ou un schéma, une relation avec un parent qui est dysfonctionnel, qui est toxique, qui est conflictuel. Comment ça se manifeste ? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être de la critique constante, répétée et ouverte, totalement assumée. Donc, on revient encore un peu sur cette méchanceté gratuite qui n'est jamais gratuite. Ça peut être de la critique ouverte et répétée et constante. Une critique de temps en temps, c'est une critique de temps en temps. La personne peut être mal lunée pour X raisons, ça arrive. Là où ça devient toxique, c'est quand c'est vraiment récurrent, quand c'est constant, quand c'est un schéma de fonctionnement habituel. Ça peut être aussi ce que j'appelle la fausse bienveillance. C'est de la critique qui en fait est déguisée. Vous voyez le fameux oh non, mais je dis ça pour toi, hein. Ah ouais, vous allez vous marier, je sais pas, t'es sûre? Non, enfin je dis ça pour toi, hein. Ah ouais, créer ton entreprise, Oh, je dis ça pour toi, hein. Vous voyez ce fameux je dis ça pour toi là, sous couvert de bienveillance, de non mais c'est pour te rendre service, hein. Ça cache quelque chose de vicieux, comme ça, un petit poison qui finalement s'insinue en vous, dans votre esprit, et qui au lieu d'être empreint d'amour, de soutien, de bienveillance, va être complètement déstabilisant, va vous faire vous remettre en question, vous faire vous sentir nul, vous donner l'impression que vous faites des choix pourris, enfin vous voyez le truc. Donc soit la critique ouverte, soit cette fausse bienveillance. Ça peut être aussi la violence verbale ou physique, ça peut être ouvertement des insultes, ouvertement de la violence verbale ou physique. Je vous fais un dessin, vous voyez bien le truc, je pense que c'est assez clair dans l'énoncé.
Ça peut être aussi, pourquoi pas, des histoires à répétition. Des conflits qui ne sont pas réglés, qui se traînent de génération en génération en génération, qui vont impacter les générations suivantes alors qu'elles n'ont rien à voir avec la mayonnaise et qu'elles n'ont rien demandé surtout, mais qui vont, malgré elles et malheureusement, être baignées dedans, en être aussi la victime de ces conflits, les victimes de ces conflits, alors qu'à la base, ça ne les concerne pas. Mais voilà, ce sont des histoires à répétition qui ne sont pas réglées par les uns les autres, qui sont entretenues par les uns les autres et qui ne sont pas réglées. Ça, c'est entièrement un schéma dysfonctionnel et un schéma toxique. Parce que quand on baigne dedans, quand on grandit dedans, eh bien évidemment que ça a des répercussions sur notre passé, notre présent et notre futur. Sur comment on se sent, sur comment on voit la famille, comment on voit la vie, sur la culpabilité qu'on va porter, sur l'ambiance dans laquelle on grandit. Si on grandit dans une famille où il n'y a que des conflits, excusez-moi mais c'est un peu compliqué, c'est pas très sain, c'est pas très heureux, c'est pas très léger. La vie étant déjà compliquée, peut-être peut-on se l'alléger un petit peu au possible. Donc ça peut être ces histoires à répétition, ces conflits générationnels qui ne sont pas réglés, que vous portez alors que ça ne vous concerne pas à la base. Et ces conflits non seulement non réglés, mais également que peut-être personne ne veut régler. Je dis ça, attention, ça peut froisser, mais en même temps, le coaching c'est là pour ça aussi, c'est là pour aller se mettre face aux choses et être honnête avec soi-même. Il peut arriver que on fasse comme si on a envie de régler un truc, mais en fait, dans le fond, on n'en a pas réellement envie. Et on continue à mettre de l'eau au moulin, de l'huile sur le feu, voilà, passez-moi ces expressions un peu brouillon, on continue à entretenir le truc alors qu'on prétend vouloir le régler. Il y a une notion qui est extrêmement intéressante qu'on aborde en naturopathie, je le dis parce que j'étais anciennement naturopathe et qui est aussi tout à fait valable dans le coaching, c'est la notion de bénéfice secondaire. J'en ferai probablement un post Instagram dédié. Le bénéfice secondaire, pour vous résumer le truc, c'est le fait de trouver un bénéfice à une situation a priori désagréable. Dans le cadre d'une maladie, ça peut être par exemple le fait que je suis malade, mais du coup je suis le centre de l'attention. Dans le fait de conflits, ça peut être le fait que y a des conflits vachement familiaux, mais en même temps ça me permet de parler, d'être écouté, et peut-être de passer pour l'héroïne ou pour la victime, ou voilà, et que les gens me caressent un petit peu la tête. Ça peut être ça. Attention, ça peut piquer, et si votre famille a ce genre de comportement, gardez en tête que vous pouvez avoir aussi des bénéfices secondaires. On peut tous en avoir dans nos conflits et dans nos schémas difficiles. Donc on n'est pas là pour jeter la pierre à quiconque, mais gardez aussi ça en tête. Le bénéfice secondaire est donc des histoires qui finalement ne sont pas forcément réglées et sont entretenues parce que finalement personne ne veut les régler. Les répercussions de ce type de schéma, de famille ou de parents peuvent être extrêmement nombreuses, mais on va ici parler des trucs les plus communs, ça va peut-être vous aider à vous reconnaître là-dedans. Le fait de vivre avec un parent toxique ou un schéma familial, une famille toxique, ça peut carrément vous générer un manque de confiance en vous, une faible estime de vous. C'est plutôt logique, si tout ce que vous faites, dites, pensez, espérez, rêvez, débutez, initiez, bref, est critiqué, est jugé, est descendu et rabaissé, vous pouvez finir par vous dire que peut-être vous valez pas grand-chose, ou même si on vous critique, vous directement, on parlait de la violence verbale tout à l'heure, si on passe son temps à vous critiquer, à vous descendre, excusez-moi, mais se construire là-dessus, c'est un peu compliqué en termes de stabilité et de confiance, donc ça peut carrément créer un manque de confiance et une faible estime de vous-même, une remise en question constante de qui vous êtes, de ce que vous valez, de ce que valent vos choix, de votre crédibilité. Ça peut être aussi le fait de carrément passer à côté de votre propre vie. Vous pouvez être amené, avec ce genre de schéma, à vivre une vie que finalement les autres auront décidé pour vous, sans oser vous imposer. Si on vous critique, si on vous a toujours dit que vous ne valiez pas grand-chose, etc., que c'était même pas la peine d'essayer, vous allez peut-être vous plier au desiderata de la famille ou du membre de la famille, et finalement vous retrouvez un beau jour à vous dire « Non mais attendez, ces loisirs-là, c'est pas pour moi, ce conjoint-là, ce mariage-là, c'est pas moi qui l'ai choisi ». Ce métier, vivre ici, tout ça, vous pouvez finir par vous dire un jour, mais attendez, c'est pas ma vie en fait, là j'ai fait des choix pour arranger les autres, j'ai fait des choix parce qu'on me critiquait, parce qu'on me jugeait, parce qu'on me faisait culpabiliser, mais en fait, c'est pas moi, c'est pas ma vie. Donc vous pouvez vous retrouver à carrément vivre la vie de quelqu'un d'autre, en tout cas une vie qui n'est pas la vôtre, à passer à côté de votre propre vie. Ça peut aussi vous faire vivre dans la peur, s'il y a des menaces, s'il y a du chantage, de la violence, ça peut vous faire vivre dans la peur et vous devez vous construire avec ça. Dans la culpabilité aussi. Culpabilité parce qu'on peut vous faire indirectement culpabiliser avec du chantage affectif par exemple, mais vous pouvez aussi culpabiliser de vous dire ok, moi je me rends compte que ça déconne, je vais essayer de m'extraire un peu de ça, mais purée, il y a mon frère, ma soeur, ma mère, machin qui vit encore dans ce truc-là, et culpabiliser carrément de vous, d'essayer d'être différent en fait, et inconsciemment de manquer de loyauté envers vos schémas familiaux, envers votre famille, en souhaitant autre chose, en souhaitant être différent, et du coup carrément vous faire vivre dans cette culpabilité-là, qui peut carrément vous figer sur place et vous empêcher
d'avancer et de faire autre chose. Ça, évidemment, peut aussi construire des déséquilibres émotionnels. C'est plutôt logique quand on baigne dans un climat qui est malsain au sein de son propre foyer, au sein de sa propre famille. Se construire là-dessus émotionnellement, c'est évident que ça va être un petit peu plus haut en couleur que si on avait quelque chose de sain, de bienveillant, de doux et d'équilibré. Ça peut aussi, et c'est la dernière répercussion que je vais aborder là, il y en aurait tant d'autres, ça peut aussi avoir des répercussions sur vos relations, et je pense notamment à votre relation de couple. Évidemment, pour la personne qui vit avec quelqu'un qui a une famille toxique ou un parent toxique ou dysfonctionnel, ça a forcément des répercussions au sein des discussions, des foyers, des décisions qui sont prises, et ça peut totalement mener la vie dure au conjoint ou à la conjointe, évidemment. Ça, tout ce que vous allez traverser en tant que personne va impacter votre sphère amoureuse et de couple. Donc évidemment, ça peut aussi tout à fait créer des conflits au sein du couple. Donc que faire, vous allez me dire? Que faire avec tout ça maintenant qu'on a planté un décor qui est ultra rose, on est d'accord? Eh bien déjà, commencer à se dire que c'est pas une fatalité et qu'il n'y a pas d'âge pour essayer de changer ça et de prendre un peu de recul par rapport à ça. Ça peut se faire à l'adolescence, ça peut se faire quand on est jeune adulte, ça peut se faire quand on a 40 ans, ça peut se faire quand on en a 60. Il n'y a pas d'âge, en fait. Ce qu'il faut, c'est déjà, premièrement, je vous dirais d'essayer de dialoguer. Attention, si vous voulez dialoguer avec plusieurs membres de votre famille ou un membre de votre famille, hein, selon comment ça se passe, allez-y avec toujours, en étant, alors je voulais dire blindé, c'est pas le bon mot, mais en vous protégeant. En vous protégeant et en étant conscient que la personne va rarement se dire de prime abord, quand on arrive et qu'on va voir une personne et qu'on lui dit bah écoute, moi je trouve qu'il y a ça, c'est pas fou, ça déconne et ça mériterait d'être un peu machin. C'est très rare que la personne se dise et vous dise wow, mais t'as carrément raison, je l'avais pas vu comme ça, je m'excuse, allez hop, on se prend la main et on va changer tout ça. Souvent les personnes vont être bloquées par leur ego, leur fierté, leur orgueil, leur propre croyance, leur façon de voir les choses, leur propre peur, culpabilité, et peuvent tout à fait freiner des quatre fers. Donc allez dans le dialogue si c'est ce que vous voulez, en première intention, mais en vous protégeant vous et en étant conscient que ça va pas forcément marcher. Ça peut être mal pris si l'habitude de cette toxicité est d'aller vers la violence verbale, la critique, la machin. Bah, soyez prête au fait que peut-être que vous allez vous faire critiquer, peut-être même insulter, on ne sait pas, mais allez-y en vous protégeant de ça, en vous disant ok, moi j'ai ça à dire, je vais ouvrir le dialogue, si c'est pris c'est magnifique, si c'est pas pris, j'aurai fait mon possible. Et après avoir dialogué et avoir fait son possible, on va voir ce qu'on fait ensuite. Mais en première intention, vous pouvez tenter de dialoguer parce que de toute façon, si vous le faites pas, vous garderez probablement une part de regret. Ah, mais j'aurais pu essayer de parler, c'est peut-être un peu violent, j'en sais rien, de couper des ponts ou quoi que ce soit, si on n'a même pas essayé de parler. Donc pourquoi pas, en première intention, essayer d'abord de parler, de poser les choses. Ensuite, prenez un recul au niveau de votre mental. Essayez de comprendre ce qui peut déconner au sein de ce schéma familial ou avec cette personne et de vous dire ok, factuellement les choses c'est ça, ce n'est pas de ma faute, je n'y suis pour rien, cette personne ou ces personnes agissent comme ça avec leur propre peur, leurs propres croyances, elles font ce qu'elles peuvent, ok. Aujourd'hui je décide que ça ne m'impacte plus et je sais que c'est dur à dire parce qu'on parle de famille, mais on n'est pas non plus obligé de porter les casseroles de sa famille. Je le dis là, je fais une petite aparté, moi j'ai donc été abandonnée par mon papa quand j'avais 5 ans. J'ai longtemps traîné ce truc là en moi jusqu'au jour où j'ai décidé de me dire ok, j'ai compris en fait comment ça pouvait se passer dans son esprit et de me dire ok, ce sont ses casseroles, il a fait comme il pouvait avec ce que lui se traînait en fait depuis toutes ces années, ses peurs, ses blessures, ses machins, et moi je décide aujourd'hui que je veux plus en fait me traîner ses casseroles à lui, je veux plus que ça m'impacte aujourd'hui. Donc je sais d'expérience que quand il s'agit de sa propre famille, c'est pas forcément facile, mais ça peut se faire et c'est parfois salvateur. Prendre ce recul-là et dire ok, aujourd'hui, je décide moi, en tant qu'individu, de me protéger de ça, de me préserver de ça. Et peut-être aussi de protéger mes enfants. Hein, évidemment, moi aujourd'hui qui ai 2 bébés, 2 filles, je n'ai pas envie que, par exemple, les casseroles de mon père impactent mes filles, qui n'ont rien demandé, qui n'ont même d'ailleurs jamais rencontré. C'est évident, quand on est parent, on n'a pas envie de voir ses enfants souffrir, être peinés ou quoi que ce soit. Donc on peut se dire, ok, aujourd'hui pour moi et pour mes enfants, je prends ce recul-là, je décide que ça ne m'impacte plus. Je suis désolée pour vous si vous avez vos casseroles. Chacun est responsable. Gardez bien ça en tête, la responsabilité. Chacun est responsable de ses propres histoires, de ses propres émotions, de ses propres conflits. Et si ces personnes de votre famille ou cette personne de votre famille ne se prend pas en main, vous n'êtes pas responsable. Et si elle ne veut pas le faire, vous ne pourrez pas la forcer à le faire. Donc gardez bien aussi ce truc-là, c'est que chacun est adulte et chacun est en capacité, si on n'est pas sur un trouble et une pathologie mentale, de se prendre en main et de prendre ses propres décisions pour changer. Donc vous, préservez vos enfants aussi au besoin et prenez un recul mental. Essayez de
Ne plus vous laisser non plus toucher par ces critiques, toucher par cette fausse bienveillance ou ces insultes ou ces jugements. C'est quelque chose qui n'est pas si facile à faire que ça, mais qui se fait. Ça se fait de préférence en accompagnement, parce qu'on va aller voir en fait pourquoi vous donnez du crédit à ça, comment ça vous fait réagir, comment vous pouvez tenter de voir la chose différemment, réagir différemment. Très précieux de se faire accompagner dans ces moments-là. Et d'ailleurs, c'est un des points sur les choses à faire que je voulais vous citer, eh bien, vous faire accompagner, travailler sur toutes les conséquences que ça peut avoir dans votre vie, essayer d'aller voir un peu ce qui se passe au niveau de votre tête par rapport à ça, dans votre corps aussi par rapport à ça, les crispations, les tensions, les blessures émotionnelles, tout ça c'est très important. Donc vous faire accompagner parce que parfois le travail on ne peut pas le faire seul. Et également, eh bien, au besoin, prendre une distance physique. Si le fait de vivre géographiquement proche de ces personnes vous complique la tâche parce que je sais pas, elles débarquent chez vous à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, ou parce que je sais pas, de vivre dans cette ville, ça vous rappelle tellement de mauvaises histoires et c'est pas positif pour vous, vous avez le droit aussi de vous éloigner, hein. Ça fait pas de vous une mauvaise personne, vous avez le droit. Comme il est bon de savoir prendre de la distance morale, il est aussi bon de savoir prendre de la distance physique si c'est ce que vous ressentez, si c'est ce que vous pensez qui sera bon pour vous. Voilà quelques pistes et quelques éclairages un petit peu sur ce thème-là. N'hésitez pas à me faire part de vos questions en commentaire si vous en avez. C'est un sujet extrêmement vaste et j'essaye d'être quand même assez courte et succincte pour ne pas que vous vous endormiez. Mais si vous avez des choses que vous souhaitez développer en public, en commentaire ou en privé avec moi, c'est avec plaisir. Je vous mets mon adresse mail en description. Si vous voulez qu'on échange, je prends toujours beaucoup de plaisir à vous répondre. Donc n'hésitez pas. Merci de votre attention, merci d'avoir été là. Merci aussi d'avoir répondu à ce sondage pour celles et ceux qui l'ont fait, qui me permet bien de répondre à vos besoins en termes de thématiques sur les vidéos, en termes de problématiques. Si vous avez d'autres idées et des sujets que vous souhaitez que je traite en vidéo ou en post Instagram, n'hésitez pas à m'en faire part, j'adore répondre à vos demandes. Et voilà, on se retrouve très bientôt sur YouTube, on se retrouve quotidiennement sur Instagram, au moins en story et également parfois en post. Et voilà, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et à très vite. Ciao.